Bonsoir à tous. Bonsoir Hassina Ousseddiq. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Amnesty International Algérie et votre organisation a présenté le 21 avril dernier à Alger son rapport annuel des droits humains. Je le présente, c'est la situation des droits humains dans le monde, avril 2026 de Amnesty International. Vous avez fait une conférence de presse à Alger. Sur quel aspect l'accent a-t-il été mis cette année sur ce rapport annuel de Amnesty International ? Tout d'abord, je voudrais préciser que c'est un rapport qu'on sort chaque année, qui donc reflète la situation des droits humains au niveau de chaque pays, mais également les tendances internationales. C'est un pays qui traite sur 144 pays. Aujourd'hui, ce rapport marque vraiment une rupture avec nos précédents rapports. Pour Amnesty International, 2005 est une ère dangereuse pour les droits humains. Ça marque un tournant décisif. Et nous avons dans notre message, qui est un message fort, nous parlons de dirigeants prédateurs qui est un mouvement qui a été engagé depuis des années, mais avec la nomination de Donald Trump, ce mouvement s'est sensiblement accéléré en 2025. C'est le mouvement anti-droit dont l'objectif est l'effondrement du système multilatéral et du droit international. Et ces objectifs ont pour but uniquement d'asseoir une domination politique, d'asseoir une avidité économique. C'est une volonté de certains États qui sont rentrés dans des stratégies de conquête, conquête territoriale, on a bien vu. C'est la volonté de posséder les ressources naturelles d'un certain nombre d'États, et c'est d'agir en toute impunité, avec également les attaques contre la Cour pénale internationale. Donc pour vous, Hassina Ousseddiq, il y a une rupture. Cette rupture s'appelle Donald Trump, avec le non-respect du droit international, et vous utilisez le mot prédateur. Est-ce que, comme RSF il y a quelques années, considérait que beaucoup de chefs d'État étaient des prédateurs, à l'époque Bachar al-Assad, Vladimir Poutine, etc., est-ce que vous identifiez aujourd'hui à Amnesty International les prédateurs des droits de l'homme ? Oui, les chefs de file, c'est Donald Trump. Et ça a été un accélérateur, parce que je voudrais aussi préciser que ça fait depuis des années qu'Amnesty a alerté l'opinion internationale, a alerté les gouvernements, les organisations internationales, qu'il commençait à avoir une faillite du système international. On a appeler les États et l'opinion publique à agir pour lutter contre le recul des droits humains. Donc ça fait des années. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Mais avec l'élection de Donald Trump en 2025, le mouvement anti-droit s'est sensiblement accéléré. Et il faut bien préciser que c'est des mouvements anti-droit qui sont financés, organisés, qui ont un narratif extrêmement nuisible, avec une volonté délibérée de désinformation. En tant que journaliste, vous devez être sensible à cette question. C'est l'ère des mensonges, et avec une volonté de division des populations, de discours de haine et de stigmatisation des populations les plus vénérables. Est-ce que pour vous, la désinformation, Hassina Ousseddiq, a explosé encore plus ces dernières années ? Est-ce que c'est dû aux guerres ? Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs ? C'est dû à ces stratégies de conquête. Comme je disais, il y a des chefs de file. Bien entendu, pour revenir à votre question précédente, il y a eu Donald Trump, il y a bien entendu Netanyahou, et il y a Vladimir Poutine. Il y a eu le génocide, on a vécu un génocide sous nos yeux pendant plus de 2 ans, et malgré un cessez-le-feu en octobre dernier, Israël continue à massacrer les populations en Palestine. On a vu également l'agression de Donald Trump de l'Amérique au Venezuela. Et en Ukraine, la situation ne s'améliore pas.
Vladimir Poutine continue à infliger des souffrances à la population civile. Et c'est pour ça que Amnesty s'inquiète, parce qu'il y a multiplication des conflits, il y a amplification des violences au niveau mondial. Et on voit bien que ces crises et ces crimes de guerre, d'humanité, de génocide se poursuivent et se multiplient au niveau d'autres régions. Je veux prendre comme exemple, par exemple, au Soudan, la population civile continue à être massacrée. Et là, on peut également citer, parce qu'il y a les chefs de file, mais il y a d'autres gouvernements qui suivent. Les Émirats arabes ont fourni des armes françaises et chinoises pour que les forces d'appui rapide puissent massacrer les populations. Ça, on prend l'Afrique, on a vu en RDC le rôle du Rwanda aussi, et puis on peut parler du Myanmar aussi, où il y a eu des armes qui ciblent les populations civiles. Et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a construit depuis 1948, après les crises qu'avait connues l'humanité, le système multilatéral dont l'objectif premier était la paix et la sécurité internationale. Amnesty International est l'une des rares organisations qui parle de génocide et d'apartheid en Palestine. Hassina Ousseddiq, pourquoi est-ce que vous parlez de tels propos? Est-ce que cela ne vous provoque pas des ennuis au niveau international que de oser parler d'apartheid et de génocide à Gaza pour une grande organisation comme Amnesty International? Est-ce que c'est risqué? On ne se pose pas la question si c'est risqué. On a une mission. Nous, on travaille sur le droit international. Et notre objectif, c'est de renforcer le système de protection internationale, de renforcer le système de protection des individus qui vivent sur des territoires. On défend les droits humains. Et pour nous, les conventions qui ont été élaborées par les États, ne l'oublions pas, doivent être rappelées et doivent être mises en œuvre. Donc notre travail se base uniquement, tout ce que je vous dis, si on peut parler de prédateurs, si on peut parler de tendances, tout ce qu'on a fait pendant une année a été documenté. On a des faits, on a des rapports. Et Amnesty a beaucoup travaillé sur toutes les violations des droits humains qui sont commises en Espagne et que Israël n'a jamais appliqué les résolutions... En Espagne en Israël, oui. Excusez-moi. Et ils n'ont jamais appliqué les résolutions des Nations Unies. On a sorti un rapport d'apartheid, oui, ça nous a suscité des problèmes, ce qui est normal. À chaque fois qu'on sort un rapport, il y a toujours une partie de la population qui n'est pas d'accord avec nous. Donc on a sorti un rapport sur l'apartheid et on a sorti un rapport sur le génocide. Ça a été notre premier rapport sur le génocide. 170 pages. S'il y a eu des discussions à Amnesty, c'est que certaines sections voulaient que ça sorte plus vite. D'accord. Mais comme on a une recherche qui est extrêmement rigoureuse... Et minutieuse. Et donc, ça nous a pris du temps. Et ce qui est aussi admirable, parce qu'on porte la voix des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer au niveau de la scène internationale. Mes collègues qui ont travaillé sur le rapport sur le génocide ont récolté plus de 200 témoignages. C'est-à-dire que les Palestiniens voulaient témoigner. Des pères de famille, des mères avaient perdu 30, 40 membres de leur famille, mais ils trouvaient très important de témoigner. Et ça veut dire aussi que, et ça c'est très important, si on a pu sortir un rapport de cette envergure, c'est parce qu'il y a une convention sur le génocide. Il y a les critères qui mentionnent comment on peut qualifier. Donc si on a pu le faire, c'est parce qu'il y a ce système multilatéral, il y a ce droit international, et en même temps, ça permet aussi à ce que c'est écrit. Ces morts ne sont pas morts pour rien. C'est écrit, leur histoire, elle est écrite. Quand ils sont morts, qui? Et on arrive à identifier les responsables. Et là, la Cour pénale doit rentrer en jeu. Il y a eu des mandats d'arrêt. Et là aussi, on accuse un certain nombre d'États qui par cette ambiance
qu'a imposé Donald Trump avec ses discours d'intimidation, de menaces. Donc l'exécution des mandats d'arrêt n'ont pas pu se faire. Mais la Cour pénale internationale, Hassina Oussadiq, elle est empêchée, ses juges sont persécutés et subissent des sanctions internationales. Absolument. Et c'est là le paradoxe. Aujourd'hui, et c'est pour ça on est à un tournant décisif. C'est-à-dire que les coupables peuvent se balader en Europe. Des États comme le président français a dit qu'il ne pourrait jamais l'arrêter parce que c'est un dirigeant politique concernant Netanyahou. Et d'un autre côté, ceux qui expriment leur solidarité avec ces drames qui se jouent sont ceux qu'on persécute. Et vous avez raison de dire, les procureurs ont été menacés par les États-Unis et par la Russie. Et la rapporteuse spéciale sur la Palestine, elle vit... Francesca Albanese, que nous avons interviewée sur One-to-One. Elle vit des menaces. Et c'est pas simplement elle qui est menacée. C'est ses enfants qui sont menacés. Son compte bancaire a été bloqué. Son appartement a été saisi. Son mari a perdu son travail à la Banque mondiale. Donc, et elle nous a expliqué à One-to-One qu'elle ne peut pas réserver une chambre d'hôtel, qu'elle ne peut pas acheter un billet d'avion, qu'elle ne peut pas se déplacer à cause des sanctions internationales, en effet, comme vous venez de le dire, imposées par les États-Unis. Donc on est aussi dans cette situation internationale, c'est l'impunité totale pour des responsables qui ont beaucoup de sang sur les mains. Et ceux qui font leur travail, les organisations internationales, ce sont eux qu'on va persécuter. Et quand la population, les gens ordinaires, sortent dans la rue, manifestent en solidarité, c'est également eux qui vont être persécutés. C'est-à-dire que maintenant, la solidarité humaine... parce que je dirais même pas citoyenne, parce qu'on est arrivé à un tel degré d'horreur, de souffrance, et qu'on a tous une conscience. On peut pas regarder ces souffrances des enfants palestiniens et ne pas réagir. Donc même ce qui relève de notre moralité, de notre conscience, est criminalisé. En Grande-Bretagne, il y a eu 2000 arrestations parce que les personnes ont dénoncé le fait que l'organisation qui s'occupe de la solidarité avec le peuple palestinien a été qualifiée de terroriste. Il a fallu, heureusement, que la Haute Cour de justice britannique a cassé cette qualification. Il y a aussi des arrestations en Allemagne contre les manifestants qui manifestaient dans les rassemblements pro-palestiniens. Hassina Oussadiq, vous dirigez la section algérienne d'Amnesty International depuis des années. Est-ce que vous considérez que le 7 octobre a été un tournant pour vous et pour votre organisation ? Le 7 octobre a été, je dirais, un tournant pour le monde entier, quoi. Et peut-être que je dirais que nous, qui venons du Sud, nous avons été ça a été un tournant énorme. On a été très affectés. Je vous cacherai pas que ça fait des années que je travaille sur les droits humains, mais ça a été l'année où ça m'a profondément touchée, parce que ce qui se passait, c'était très grave, donc c'était un génocide, et qu'on avait eu aussi le fait que une ou 2 années avant, par rapport à l'agression de la Russie en Ukraine, on a vu comment la communauté internationale avait réagi. Ça veut dire aussi que la communauté peut le faire. Elle peut le faire quand elle veut le faire. Et nous, ce que nous dénonçons également, c'est cette stratégie à géométrie variable pour l'utilisation du droit. Et nous, on a été, en tant que citoyens du Sud, on s'est sentis c'est comme s'il y avait des sous-hommes, quoi. Il y a ceux qui sont dignes d'être défendus, et il y a ceux qu'on laisse mourir pour des intérêts politiques et économiques. Et là, il faut dénoncer toute cette complicité d'un certain nombre d'États, de l'Union européenne, qui n'a pas su prendre des mesures précises.
Et alors que pour le cas de la Russie, les sanctions ont été prises rapidement. Donc nous, on a 18 paquets de sanctions contre la Russie. Oui. Nous, en tant les pays européens sont en train de bouger. Ces derniers jours, Hasina Oussedir, beaucoup de pays appellent notamment à la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Il y avait un seul blocage, c'était celui de la Hongrie, mais Viktor Orban n'est plus Premier ministre de Hongrie et son successeur a dit qu'il allait soutenir ces sanctions. Est-ce que c'est un pas positif, selon vous, vers des sanctions européennes contre Israël ? Bien sûr, nous, on demande à ce qu'il y ait des sanctions, à ce que, de toute façon, l'accord Union européenne et Israël, il y a l'article 2, c'est bien un ou deux, mais qui dit que l'État doit respecter les droits humains. Je veux dire, là, on a bien tous les rapports, notre rapport génocide, mais tant d'autres rapports, les experts des Nations Unies ont démontré qu'il y avait des violations graves et persistantes. Donc il y a de quoi arrêter l'accord. Bien, et ça, les États peuvent le faire. Et ils ont un devoir de le faire. Parce que sur le génocide, normalement, ils devraient prendre immédiatement des mesures lorsqu'il y a risque de génocide. Là, le génocide. Alors, vous avez raison de noter qu'il semblerait que maintenant, il y ait un petit basculement, mais quand même, nous pouvons noter qu'il vient bien tardivement. Hein. Et il vient aussi dans un moment, parce que l'année 2026 a démarré extrêmement violemment au niveau des droits humains. Là, avec les attaques d'Israël sur le Liban, 1 million de déplacés, des villages entièrement détruits, et on a vu qu'il y a eu une attaque illégale, illégitime, sur la base de la Charte des Nations Unies, attaque illégale d'Israël et des États-Unis envers l'Iran, et du coup, on assiste à une escalade de violence qui touche plus d'une douzaine d'États dans la région, et avec des conséquences qui vont être dévastatrices pour l'ensemble de la planète. Est-ce que Amnesty International a condamné ces attaques contre l'Iran ? Quelle est la position de l'organisation sur cette double agression contre l'Iran ? Pour nous, c'est des attaques illégales, je vous dis, en violation avec la Charte des Nations Unies. Et nous appelons tous les États à ce qu'il y ait un recul de la violence. Et ce qui s'est passé, justement, cette accélération, on n'est plus dans l'ère de la diplomatie, on n'est plus dans l'ère de la coopération, mais on est dans l'ère du Far West. C'est la force, c'est l'usage de la force pour prendre des richesses importantes pour l'économie, et c'est pour ça que ce rapport insiste beaucoup sur ces attaques et l'effondrement du système multilatéral. J'insiste beaucoup. Et en plus, je voudrais dire que l'effondrement est voulu par ces mouvements anti-droit. Hein. Il ne faut pas que nous, les populations du Sud, on puisse, parce qu'on a vécu des choses horribles pendant 2 ans, là, de voir ce génocide sous nos yeux. Il ne faut pas qu'on dise, mais les Nations Unies, ça ne sert à rien, les droits humains, ça ne sert à rien, on voit bien qu'ils les utilisent comme ils veulent. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, ce système est imparfait. Mais ce système, c'est le seul rempart qu'on a pour lutter contre la domination, contre l'usage de la force. Et ce, d'autant plus un État est faible sur la scène internationale, plus il a besoin d'un système multilatéral qui puisse le défendre en cas de besoin. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que c'est également très important. Ce système multilatéral et le renforcement du droit international n'a pas été le fait que des puissances. Il n'a pas été le fait que de l'Occident. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Fait par qui alors ? Fait par exemple, les États au lendemain des guerres d'indépendance. Hein, c'est les États d'Afrique, c'est les États d'Asie, c'est les États d'Amérique latine, et aussi accompagner la société civile. Je veux dire, le pacte, rappelons, le pacte international sur les droits civils, sociaux et économiques a été imposé par ces États, malgré l'opposition des États-Unis. Donc,
Et c'est grâce à ce renforcement, ce développement, ces 80 dernières années ont été un développement important au niveau des droits humains. Et on a obtenu beaucoup de victoires. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. Et même l'Algérie a participé à ce développement du droit international. Je voudrais rappeler sur le fait que le rôle important que l'Algérie a joué au sein des Nations Unies avec le nouvel ordre économique et le droit des peuples à disposer de leurs recherches, de leurs ressources naturelles. Donc, c'est ces conventions qui vont nous assurer la paix et la sécurité internationale, la coopération internationale. Et c'est comme ça. Et c'est important qu'on défende cette humanité parce que là, on a parlé beaucoup de crises, mais il y a beaucoup de défis qu'on va sûrement affronter. Et parlons des questions climatiques. Donc on a besoin d'un monde qui soit en sécurité. Est-ce que vous parlez des questions climatiques dans ce rapport annuel ? Absolument, parce que là aussi, il y a des défis énormes. Alors on n'en a pas, c'est pas notre premier message, mais bien sûr, et on voit bien que les États préfèrent ne pas se lancer réellement à combattre. Mais les nouveaux maîtres du monde aussi ne s'intéressent pas du tout au changement climatique. Oui, mais c'est à nous de les forcer. Et il y a des États qui y avancent aussi. Et du coup, ça me permet aussi d'ajouter un élément à la fois qui est très important, c'est le fait que nous appelons à la résistance. Et pour pas aussi vous terminer avec un constat qui peut paraître extrêmement dur, le côté positif de l'année 2025, c'est qu'il y a eu des résistances dans le monde entier. J'allais vous poser cette question, Hassina Oussedir. Vous parlez beaucoup de résistance dans ce rapport annuel de Amnesty International, mais concrètement, est-ce que ces mobilisations changent quoi face à des États qui n'ont plus rien à faire des critiques en réalité ? Les résistances comptent énormément. Je veux dire, il faut voir, le monde a changé. Parce que des peuples se sont rebellés. Si on revient à notre histoire, l'Algérie, un État colonisé, s'est dressé par rapport à la colonisation française. N'oubliez pas, à cette époque-là, la France était une des puissances du monde. Et on est arrivé à l'indépendance par la lutte. Et justement, et rappelons aussi le rôle important des Nations Unies. La question a été discutée à l'Assemblée générale. Et c'est ainsi qu'il y a eu aussi des supports, des soutiens, des alliés d'autres États pour conquérir. Mais cette libération, on l'a conquis par la lutte, par les résistances. Donc, toute l'histoire, si vous voulez, on peut parler du Vietnam, on peut parler de l'apartheid en Afrique du Sud. On a vaincu le colonialisme ces 80 dernières années. Il y a eu des luttes contre l'esclavagisme. Donc, oui, on obtient. Et là, on est à un moment décisif de l'histoire où vraiment ces résistances doivent se multiplier. Et la preuve, parce que il y a quand même, et vous l'avez noté, il y a des États aussi qui restent droits dans leurs bottes. On peut citer justement l'Espagne qui a interdit le transfert d'armes pour alimenter cette crise. Et il y a des personnes comme Francesca Albanese qui restent droit dans ses bottes, qui ne cèdent pas. Et donc, on doit continuer, parce que si on ne continue pas, on va laisser les victimes au niveau de ces guerres illégales à leur sort. Et aussi, on doit lutter également, un aspect qu'il faudrait aussi peut-être noter et qui est important dans ce rapport, c'est que ces prédateurs ont attaqué le système international avec des grosses crises et dont les populations civiles vraiment payent un prix très fort, mais ils attaquent également l'état de droit. Parce qu'ils ne veulent pas aussi de la justice, c'est comme la Cour pénale internationale. Ils veulent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait des contre-pouvoirs. Ils ont attaqué les sociétés civiles, ils ont attaqué la justice. Et donc nous, on doit se battre pour que
au niveau international, il y ait une égalité des États et qu'on revienne à des choses très simples, c'est la paix et la sécurité internationale doit être construite sur la base d'un socle de règles communes. Et au niveau des États, il faudrait que l'état de droit soit défendu partout, parce que ces prédateurs et tous leurs alliés, ils ont quoi comme objectif? De nous imposer un ordre inégalitaire, inique, racial. On revient à la suprématie raciale blanche. Donc c'est un ordre racial, patriarcal, et on doit le combattre au niveau international et interne, au niveau des États. Les ONG sont-elles devenues des témoins impuissants plutôt que des acteurs capables d'influer aujourd'hui? Moi, je dirais, on reste des acteurs. Le fait qu'on puisse sortir des rapports, qu'on puisse parler, on est acteur. Le fait qu'on puisse, et ça engendre une dynamique. Je veux dire, le fait de parler de génocide, on a contrecarré tout le discours israélien, disant que c'était leur terre. Ils sont retournés dans une terre qui était vide, où il y avait personne. Et là, on a montré que non, il y avait un peuple palestinien qui vivait là et qui a droit à vivre, à une vie digne. Donc, ce qu'on fait là aussi, c'est éveiller les consciences, parce que justement, on parlait tout à l'heure de ces mouvements anti-droit, ils sont structurés et ils sont très forts sur la désinformation. Donc, il est important que des organisations comme Amnesty International, que vous, les journalistes, vous faites votre travail d'information, d'informer réellement qu'est-ce qui se passe sur la réalité, pour que les gens puissent prendre conscience et puissent rejoindre ce mouvement de résistance, parce que ce mouvement de résistance existe déjà. Il faut le renforcer, il faut travailler en coalition, il faut que les dirigeants politiques comprennent aussi que le silence complice, ou bien le fait de ne pas vouloir attirer les foudres de ces prédateurs, pour eux, c'est sauver leur intérêt au niveau de la nation, ne les protégera pas. Parce que si aujourd'hui ils ne sont pas touchés, demain ils risquent d'être touchés. Parce que ces prédateurs n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés. Ils viennent de le démontrer. Donc il faut vraiment aussi que les dirigeants politiques fassent des alliances. Et on a vu, il y a eu le groupe de La Haye. Il y a eu l'Afrique du Sud qui a joué un rôle important, il y a eu l'Espagne, comme je le disais tout à l'heure, et là de plus en plus certains gouvernements commencent à reconnaître que réellement il y a un génocide. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est pas simplement qu'ils le disent, mais qu'ils font des actes. Déjà, arrêtez de transiter les armes. Prenez des sanctions. Donc il y a des dirigeants, et il faudra faire pression avec eux, et il faudra travailler avec ceux qui sont les plus dynamiques, et il y a aussi qu'il faut soutenir les organisations internationales, tout ce système. On a besoin des Nations Unies, on a besoin de la Cour pénale internationale, et donc aussi il faut continuer. Vous êtes la directrice de Amnesty International Algérie, donc vous êtes installée à Alger. Est-ce que l'Algérie coopère avec Amnesty International? Moi, je dirais que on coopère, c'est un non, mais on vous laisse travailler. On nous laisse travailler. Vous êtes une organisation agréée par le ministère des Affaires étrangères. Par le ministère de l'Intérieur. D'accord, ministère de l'Intérieur. Il m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec des autorités, donc, mais coopérer, il n'y a pas que Amnesty. Vous espérez mieux? Bien sûr qu'on espère mieux. Et pourquoi on espère mieux? Parce que c'est l'État qui peut faire avancer un certain nombre de choses pour avoir des avancées positives. Donc nous, on est prêts à coopérer avec tous les États, d'ailleurs, qui veulent avancer. Donc au niveau de l'Algérie, alors on a eu quelques rendez-vous, mais... J'ai cru comprendre que vous avez des interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères et aussi à la présidence de la République. On a aussi dans d'autres ministères, parce qu'il y a plusieurs ministères sur lesquels on est en contact, par exemple le ministère de la Solidarité, de la Justice.
c'est des ministères avec qui on peut collaborer parce que on a une expérience dans certains domaines et qu'on souhaiterait aussi partager notre expérience. Mais c'est vrai que pour nous, en tant qu'organisation, on n'est pas assez entendu. Je souhaiterais aller plus souvent travailler en collaboration avec les différents ministères, avec d'autres institutions également, comme le Parlement, parce que pour faire avancer l'état de droit, on a besoin d'un certain nombre d'acteurs. Et le Parlement ne vous a jamais reçu? Faut dire qu'on n'a jamais demandé, donc je pourrais pas. Mais peut-être que là, ils vont nous entendre et on espère qu'ils vont pouvoir nous inviter. Et est-ce qu'il y a des recommandations qu'Amnesty International fait à l'Algérie? Quels sont un peu le résumé des doléances, des demandes aujourd'hui faites par Amnesty International? Oui, on en a, comme toute section. Parce qu'il n'y a aucun État ne respecte complètement les droits humains. Oui, et là je dirais oui. Et c'est une question qu'on soulève depuis des années. C'est-à-dire que pour nous, il y a vraiment un gap entre les engagements internationaux de l'État algérien, la Constitution avec sa dernière révision et la législation nationale. La législation qui n'est pas encore adaptée à la dernière adoption de la Constitution. Oui, et là je veux prendre le point crucial, parce que pour nous, la chose la plus importante, c'est bien la loi d'association, parce que la société civile doit participer. Celle de 2012. Oui. Donc, il y a eu un projet de loi sur les associations qui a été déposé. On ne sait pas quelle est la dernière version, on n'a pas pu la voir. Mais l'avant-projet, on avait fait des recommandations, justement, à l'État algérien, parce qu'il nous semblait que le cadre juridique était encore restrictif et pouvait jouer un rôle de contrôle au niveau de la création et du fonctionnement des associations. Et donc, pour nous, c'est très important qu'il y ait un changement de loi sur la loi d'association pour qu'on puisse travailler en toute sérénité. Aussi, qu'on ne soit pas accusé de parler que des trains qui arrivent à l'heure. Parlons de ceux qui arrivent en retard. De ceux qui arrivent à l'heure, voilà. À l'heure, un point qu'on a noté cette année, ça concerne la lutte concernant la lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Et pour vous, il y a eu des avancées sur ce domaine? Il y a eu des avancées parce qu'il y a eu un guide juridique, il y a eu une assistance, un numéro d'assistance avec une plateforme pour informer les femmes de leurs droits et de leurs recours, ce qui est très important. Parce qu'aussi, on avait remarqué qu'il y avait des réformes ces dernières années sur certains points de droit, mais malheureusement, les femmes n'étaient même pas au courant. Donc, il y a aussi tout ce travail à faire pour que les femmes puissent mieux connaître leurs droits, puissent mieux aussi avoir des recours. Il y a aussi l'Algérie au niveau international a retiré une réserve qui concerne le choix du domicile des femmes et la liberté de circulation des femmes. Et ça, c'est très important. Et c'est-à-dire qu'on a des choses absolument archaïques dans ce pays. On a des femmes qui occupent des hauts postes au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des ministères. Mais toujours pas assez. Toujours pas assez, mais imaginez-vous ces femmes... À cette même place, la semaine dernière, Taous Ferrochi disait qu'il n'y a toujours pas assez de femmes ambassadrices. Bien sûr, il n'y a pas assez. Mais en même temps, imaginez, vous êtes représentante de l'État algérien, mais vous n'avez même pas le choix de votre domicile. C'est là où je parle d'incohérence. Donc oui, c'est vrai, il y a besoin, et c'est un des points importants de cet effort qu'on doit faire au niveau de la justice, une cohérence des lois. Et surtout, on doit vraiment se référer à la Constitution, qui, par exemple, pour les lois d'association, parle de système déclaratif. Donc, ça, c'est très important. On doit se référer aussi aux engagements internationaux. Je voudrais attirer aussi un point où on a constaté un retard, et ça concerne la peine de mort, puisque maintenant, on a étendu comme chef d'inculpation le trafic de drogue. Alors que l'Algérie, sur le plan international, a toujours défendu un moratoire. C'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Oui, mais en même temps,
au niveau de la peine de mort, on rajoute un chef d'inculpation. Mais ça ne remet pas en cause ce moratoire. Oui, mais ça veut dire, c'est qu'un moratoire. Si demain le moratoire saute, ça veut dire un tas de personnes peuvent subir cette inculpation. Et est-ce que vous pensez que ce moratoire peut sauter? Oui. Qu'est-ce qui Parce qu'il y a une tendance internationale, comme en Turquie, aux États-Unis et dans d'autres pays, qui veulent vraiment rétablir la peine de mort. Je ne crois pas que ça soit une forte tendance, mais je pense en plus que l'Algérie, de par notre histoire, l'a pas rétabli dans des moments où elle aurait pu le rétablir. C'est-à-dire quand il y a eu la décennie noire ou rouge, selon qu'on appelle, souvent dans des moments aussi tragiques, l'État, la première chose qu'il fait, il rétablit la peine de mort. Il l'a pas rétabli. L'État l'a pas rétabli. Et je tiens à préciser, le peuple algérien à aucun moment l'a demandé. Donc, mais maintenant, si vous faites un sondage aujourd'hui sur la peine de mort, Hassina Ouzdir, on devine un peu le résultat. C'est une sentence qui est très populaire. La peine de mort, il faut juste préciser que les dernières personnes qui ont été exécutées en Algérie, c'était les auteurs de l'attentat de l'aéroport en 1992. Et depuis, sous la présidence Zerouel, il y a eu ce moratoire. L'abolition de la peine de mort, on va terminer avec ce thème très important, a toujours été une des revendications de Amnesty International. Est-ce que vous continuez à le réclamer, cette abolition de la peine de mort auprès des autorités algériennes? Oui, parce que chaque année, il y a le rapport annuel qui sort sur la situation de la peine de mort, et donc on documente là-dessus. Et je crois que là-dessus, c'est un domaine aussi, vous parlez, mais à quoi ils servent nos rapports, à quoi sert cette résistance? L'abolition de la peine de mort a fait d'énormes progrès au niveau international. Au début quand Amnesty a commencé à travailler sur cette question, il y avait très peu d'États qui avaient aboli ou eu un moratoire. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement inverse. Et moi, je crois profondément que l'Algérie, pays du Maghreb, a toutes les capacités, devrait être le premier État arabe à abolir la peine de mort. Il y aura un courant qui sera contre, oui, il y aura, parce que dans la vie, on ne peut pas... Surtout les courants religieux. Alors qu'il y a des pays musulmans qui ont aboli la peine de mort, comme le Sénégal ou la Turquie. Et je me rappelle que c'était lors d'un colloque de Amnesty International où on avait révélé que l'Algérie voulait abolir la peine de mort en 1963. C'est-à-dire juste après l'indépendance. À l'époque, Ammar Toumi était ministre de la Justice et ça ne s'est pas fait à l'époque. Oui, donc moi je pense qu'on pourrait le faire. Et je dirais pas forcément c'est des courants religieux, mais c'est des courants conservateurs. Surtout. Oui, parce qu'il y a certains religieux qui sont aussi en faveur de cette abolition de la peine de mort. Il y a des discussions. Donc ce qui est le plus important aussi, c'est qu'on puisse aussi discuter le plus librement possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la liberté d'expression et les personnes ont besoin d'être informées parce qu'aussi souvent, les personnes sont pour la peine de mort parce qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a le fait qu'en prison, les conditions carcérales sont beaucoup plus dures pour la personne et pour la famille. Et il y a aussi le fait que, puisque c'est l'objectif premier, tuer quelqu'un, c'est de la vengeance, c'est pas de la justice. Et enfin, je crois très important que l'abolition de la peine de mort donne aussi un signal au niveau d'une société comme quoi la vie est beaucoup plus importante que la mort. C'est-à-dire, à la limite, on préférerait laisser un coupable bénéficier d'une liberté que tuer un innocent. Et c'est ça la force de la justice. Et c'est avec ça qu'on terminera cette émission. Merci Hassina Ouzdir d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes la directrice de Amnesty International Algérie et on vous a interrogé à propos de ce rapport, donc le rapport annuel, la situation des droits humains dans le monde, avril 2026, celui de Amnesty International. Merci à vous et merci à vous pour votre fidélité.